Bonjour, je m'appelle Laetitia Vito, je suis la cofondatrice du média Nouveau Départ avec Nicolas Collin. Le Nouveau Départ, c'est le journal de la crise et de la transition où nous faisons avec Nicolas plusieurs types de formats pour nos abonnés. Nos abonnés reçoivent par email des conversations à deux voix, des podcasts que nous faisons avec Nicolas où nous analysons en profondeur des sujets liés à l'actualité. Nous faisons aussi des interviews avec des invités pertinents sur les sujets là aussi en lien avec l'actualité ou en lien avec des tendances plus profondes que nous aimerions mettre en perspective. Et puis dans le cadre de Nouveau Départ, nous faisons aussi des éditos, un édito hebdomadaire qui est ouvert à tous et qui est sur notre chaîne YouTube. Donc si vous ne regardez que la chaîne YouTube, abonnez-vous à Nouveau Départ sur Substack pour pouvoir recevoir les autres contenus et notamment les podcasts que nous produisons toutes les semaines. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler du sujet de la crise et de son impact sur les femmes et l'impact différencié entre les hommes et les femmes de cette récession qui nous touche tous, mais qui touche un peu plus les femmes que les hommes. Alors c'est un peu particulier parce que quand on parle du virus du Covid-19, on sait que ce sont les hommes qui sont plus touchés, en tout cas qui meurent davantage de ce virus dans le monde entier plutôt que les femmes. Sur l'ensemble des morts qu'on a déplorées cette année de ce virus, 70% des personnes décédées sont des hommes. Mais en revanche, les conséquences économiques et sociales de la crise qui est liée à ce virus touchent davantage les femmes que les hommes. Alors je vais expliquer en comparant avec la crise de 2008. La crise de 2008, on l'avait appelée aux États-Unis man session, donc c'est un mot porte-manteau, un mot valise composé du mot man et recession, donc une récession qui touche plus les hommes que les femmes, parce que c'était les emplois de l'industrie qui touchaient plus les hommes, les emplois dans le secteur de la construction qui ont été freinés très rapidement et où donc les emplois qui étaient perdus étaient davantage des emplois masculins que des emplois féminins. Et à l'inverse, les emplois dans les services, dans le soin, ont continué de progresser même pendant la crise de 2008. Et donc le taux d'occupation des femmes l'augmentation de ce taux ne s'est pas ralentie avec la crise de 2008. A l'inverse, la crise de 2020 a ceci de très particulier qu'elle a touché de plein fouet tous les services et notamment tous ceux dans l'hôtellerie, la restauration, les soins esthétiques, manucure, coiffure, etc. qui occupent une majorité de femmes. Si bien qu'aux États-Unis, on parle aujourd'hui, alors on a inventé un nouveau mot valise, le she session, on aurait pu dire woman session, mais on a dit she session, donc un mot valise composé du pronom she et de recession, pour dire que justement, c'est en majorité des emplois féminins qui sont affectés et dans les 38 et quelques millions de chômeurs aux États-Unis aujourd'hui, alors il y a un tout petit peu d'emplois qui ont été recréés au cours des dernières semaines, néanmoins il reste beaucoup d'emplois qui n'ont pas été recréés, et bien ce sont en majorité les femmes qui sont touchées par ce chômage de 2020 parce que notamment dans tout ce qui est restauration et hôtellerie, l'activité n'a pas repris et ne reprendra pas à son niveau pré-Covid tant qu'on n'aura pas un vaccin. Dans la restauration en particulier, on estime que ça pourrait être jusqu'à un restaurant sur 4 qui pourrait ne pas survivre à cette crise. On sait que dans certains services comme tout ce qui est centre sportif, centre de yoga, etc., il y a des choses qui restent fermées, qui pourraient ne pas retrouver leur activité d'avant. Et donc en fait, ça concerne aussi beaucoup tout ce qui est hôtellerie, où dans les hôtels, ce sont beaucoup des emplois féminins qui sont touchés. Eh bien, ce sont des emplois qui sont déjà précaires pour certains d'entre eux et qui risquent de se précariser encore davantage quand l'activité reprendra tout doucement et comme elle reprend déjà en ce moment, mais elle reprend très doucement et elle ne renforce pas ces emplois-là. Donc c'est vraiment
la première fois par rapport aux 4 ou 5 dernières grandes récessions qu'on a connues dans le monde, que ce sont davantage ces emplois des services qui étaient en forte croissance qui sont touchés par le chômage et qui sont fragilisés par la crise. Mais les pertes d'emploi, ça n'est pas tout. D'ailleurs, en Europe, ces pertes d'emploi sont moins sévères parce que les emplois sont plus protégés. En France, les pertes d'emploi ne sont évidemment pas du tout comparables à ce qu'elles sont aux États-Unis. Mais ce ne sont pas seulement les emplois de manière quantitative qui sont concernés. Ce sont aussi surtout les carrières et les progressions des carrières, notamment des travailleurs et travailleuses, surtout en col blanc, qui, poussés dans un télétravail forcé de confinement, ont dû réorganiser leur foyer, ont dû en fait réinternaliser un certain nombre de tâches domestiques, de corvées domestiques qui avaient été avant externalisées à d'autres personnes en dehors du foyer. Ça concerne évidemment la garde des enfants qui a été réinternalisée. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup d'écoles qui ont réouvert et de ces services qui ont réouvert, bien entendu, mais ils ne sont pas du tout au niveau à 100%. Il y a encore beaucoup d'enfants qui restent à domicile. Et cela pourrait avoir un impact de long terme sur les carrières de ces femmes qui font du télétravail à domicile et qui ne peuvent pas se donner complètement à leur travail ou sont obligées de travailler, on va dire, dans les interstices que leur laisse la sphère domestique, entre des corvées, entre différentes tâches familiales. Et cette réinternalisation des tâches et la garde d'enfants s'est faite de manière très très inégalitaire, une distribution très inégalitaire de ces tâches-là, ce qui est bien qu'on retrouve de manière renforcée une division sexuelle du travail avec un travail gratuit féminin domestique et puis un travail payé un peu plus masculin, domestique ou pas, et si bien qu'à à l'intérieur de chaque foyer, on a, avec un télétravail qui est parfois partagé avec les deux personnes du couple, un arbitrage qui est fait, qui se fait davantage à la défaveur des femmes. Donc les femmes qui télétravaillent, quand leur conjoint télétravaille aussi, ont souvent des emplois qui sont un petit peu moins rémunérés. Et donc s'il y a un espace protégé dans le domicile, une pièce à part ou un bureau un peu mieux équipé, eh bien, en majorité, il est utilisé par le télétravailleur homme dans le foyer, un peu plus que par les femmes. On retrouve des sujets qui sont très anciens, des sujets de féminisme qui sont très anciens sur le rapport à l'espace, sur la fameuse chambre à soie dont parle Virginia Woolf. Alors quand Virginia Woolf parle de chambre à soie, elle dit qu'il faut une chambre à soie pour créer. Elle parle des écrivains et des écrivaines et du besoin pour pouvoir être dans la création artistique d'avoir à la fois l'indépendance économique et l'espace physique pour le faire, de ne pas être pleinement dans le foyer au milieu des tâches domestiques. C'était pas possible d'écrire un roman par exemple, c'est ce qu'elle explique. Mais ce qui est vrai de la création artistique est vrai en fait de tout travail, et la fameuse chambre à soie en fait elle s'applique tout autant aux expertes comptables et aux directrices marketing qu'aux personnes qui sont vraiment dans des emplois encore un peu plus créatifs. Donc en réalité, ce qui est intéressant avec ce qui se passe, c'est qu'on voit que les arbitrages à l'intérieur du foyer risquent de pénaliser à long terme les emplois des femmes, ou pas forcément leurs emplois, mais en tout cas leur progression de carrière, leur progression de revenus, leur capacité à défendre leur précaré dans l'entreprise et leur contribution dans l'équipe. Ça s'est observé à l'échelle des postes académiques, dans le monde académique. En fait, dans le monde académique, on a des chiffres déjà du confinement qui révèlent que les articles de recherche soumis par des femmes ont chuté de manière spectaculaire, alors selon les disciplines, entre 50 et 70% en moins pendant la période du confinement, donc essentiellement à cause justement de cette sphère domestique et de la division sexuelle du travail à l'intérieur de la sphère domestique, tandis que le nombre d'articles de recherche soumis par des hommes
n'a quasiment pas bougé, ou dans certaines disciplines ou certains lieux géographiques, il a même légèrement augmenté. C'est-à-dire que pour les hommes, ça a été davantage vécu comme une petite libération, l'idée de se dire « Ah bah tiens, je n'ai plus besoin de faire des trajets pendulaires, j'ai plus de temps à la maison, et en plus les repas sont préparés pour moi, je gagne beaucoup de temps, donc je travaille plus et je produis plus. » Notamment, le contraste est absolument saisissant dans le monde académique, et bien qu'on n'ait pas de chiffres similaires dans les autres domaines, eh bien on observe des phénomènes assez comparables. Donc le risque de long terme, c'est celui de voir en fait différents plafonds de verre se renforcer, de voir des progressions de carrière qui se ralentissent, et l'impact de cela pourrait être important sur plusieurs années, sur peut-être toutes les carrières en fait des femmes qui ont été touchées par cette crise maintenant. Le travail domestique, c'est pas seulement le travail gratuit des individus dans le foyer, c'est aussi le travail domestique de professionnels, en l'occurrence les travailleurs domestiques qui sont en très très grande majorité des femmes, les nounous, les assistantes de vie, les personnes qui font du ménage à domicile. C'est toute une catégorie de travailleurs en très forte augmentation dans le monde qui représente des millions de gens, des millions de femmes en particulier. Elles ont été très fortement touchées par cette crise du Covid, parce que peu protégées parce que on s'est peu préoccupé de les équiper pour les protéger contre la contagion du virus, mais aussi peu protégées parce qu'une grande partie de ces emplois se font dans l'économie informelle, donc ne disposent d'aucune protection légale, parce que enfin beaucoup des travailleuses qui sont concernées sont des immigrés, et parfois des immigrés sans papier. C'est une minorité, mais ça représente tout de même un nombre très important. Et parmi ces immigrés, beaucoup ont des revenus dont elles dépendent ou dont leur famille dépend dans un autre pays. Donc à certains pays, pour donner un exemple, le pays les Philippines, qui a une diaspora très importante de travailleurs et travailleuses qui sont partout dans le monde et qui travaillent notamment au domicile de particuliers dans des pays d'Europe ou aux États-Unis. Eh bien, aux Philippines, il y a énormément de familles qui dépendent de ces chèques envoyés par les travailleurs et les travailleuses qui sont à l'étranger. C'est entre 8 et 10% du PIB du pays qui en fait dépend de ces revenus envoyés de l'étranger. Donc on peut dire que la situation des travailleuses domestiques est toujours extraordinairement précaire, et que cette crise les a beaucoup fragilisées, parce que pour certaines l'activité s'est arrêtée brutalement, pour d'autres elle s'est poursuivie mais dans des conditions de protection encore plus dégradée, et puis avec l'impossibilité de revenir au pays quand c'était possible ou quand c'était nécessaire à cause de la fermeture des frontières. Donc des conditions de dangerosité et de précarité qui sont devenues encore plus extrêmes. Pour conclure, je voudrais terminer sur une touche quand même un peu plus positive, d'espoir, ou en tout cas d'opportunité que comprennent toutes ces évolutions. Il y a tout de même quelques phénomènes qui peuvent nous laisser penser qu'il y a des opportunités à venir, notamment l'implication des pères pendant la période du confinement. Beaucoup de pères qui n'étaient jamais à domicile sont restés avec leur famille, avec leurs enfants, ont vécu une sorte de congé paternité forcé, dont on sait qu'il a un impact sur le long terme sur la relation qu'entretiennent ces pères avec leurs enfants, et donc sur leur implication à venir. Et on peut mettre cela en relation avec un mouvement très fort, notamment dans un pays comme la France, en faveur d'une augmentation, d'un rallongement pour tous les pères du congé paternité, et de tout un tas de mesures qui permettent à ces pères de vivre leur paternité de manière plus impliquée. Et à partir du moment où le rôle des
père est renforcée, on peut imaginer que la discrimination dont les mères font l'objet pourrait être moins importante à l'avenir. La deuxième source ou la deuxième possible opportunité qu'on peut y voir, c'est le fait que dans beaucoup d'entreprises, le télétravail s'est accompagné d'une plus grande flexibilisation du travail. On a rendu le travail plus flexible, on a fait perdre en importance la culture du présentéisme qui la caractérise. Et c'est une opportunité, à partir du moment où la flexibilité se fait par défaut et concerne autant les hommes que les femmes en entreprise, eh bien, il y a des choses très positives qui peuvent en sortir parce que la flexibilité par défaut, cela entraîne nécessairement une moindre importance des tâches inutiles liées uniquement à la présence au bureau. Et donc, en fait, on peut mieux organiser son travail, mieux organiser sa journée, enlever beaucoup de gaspillage. Et cela peut permettre à de nombreuses personnes qui se sont senties obligées de prendre des temps partiels parce que la culture des horaires et du présentéisme était très rigide, eh bien de conserver un emploi à temps plein, mais de le réorganiser de manière flexible autour de ses propres contraintes. Et c'est une opportunité pour les femmes parce que en France, c'est 2/3 des emplois à temps partiel qui sont occupés par les femmes. Et parfois, c'est vraiment parce que la culture du présentéisme empêche une meilleure organisation du travail. Et puis, dans des pays comme le Japon, c'est vraiment une femme sur 2 est à temps partiel. En Allemagne, c'est pareil, c'est à peu près une femme sur 2 qui travaille à temps partiel. Or, le temps partiel, c'est l'une des explications principales de la pauvreté des femmes et en particulier de la très grande différence qu'il y a dans les retraites. Et donc, si il y avait une opportunité de réduire ce recours au temps partiel ou en tout cas d'inciter les femmes à ne pas partir à temps partiel, cela pourrait être à plus long terme une opportunité d'égalisation des revenus et en particulier des retraites. Voilà, j'espère que ce sujet vous aura été intéressant. Je vous invite à mettre des commentaires sur cette chaîne YouTube et puis à vous abonner à Nouveau Départ pour avoir accès à tous les contenus et notamment ceux qui sont réservés à nos abonnés. Merci.